Comment vous dire que je suis très content de reparler de Thor, notre dieu de la foudre préféré, mais aussi de Loki et son fameux retour dans le MCU. Du coup, nous revoilà repartis pour parler de deux de mes personnages préférés, mais pas que, le tout comme d'habitude entre analyse et théorie. Et croyez-moi, il y a pas mal de choses intéressantes à dire et même de nouvelles informations assez cool dans le lot. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas au courant en ce qui concerne Loki, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'il sera bien de retour, non pas seulement à travers la série qui lui est dédiée dans la phase 4, mais bien de retour dans notre vraie timeline / réalité, et ça c'est beau. Un tour de force dans le MCU connaît le secret dont on va également traiter aujourd'hui, ainsi que de tout ce qui tourne autour. En gros, l'exploration d'aujourd'hui sera consacrée aux enfants d'Odin, et bien évidemment on en profitera pour parler de Mjolnir et de Jane Foster, personnages qui, rappelons-le, devraient à travers Thor 4 devenir beaucoup plus importants et présents dans la suite de l'aventure. Bref, le retour de Mjolnir, le rôle de Loki dans l'introduction du multivers version MCU, l'héritage d'Odin et les conséquences de sa quête de pouvoir, ou encore l'avenir de Thor en général pour la phase 4, nous revoilà repartis pour une nouvelle exploration sous l'étendard de l'héritage d'Odin. Installez-vous confortablement et respirez un bon coup. Aujourd'hui, on repart explorer l'univers cinématographique de Marvel, entre analyse et théorie. Nous sommes tous d'accord pour dire que Thor est clairement l'un des personnages les plus importants de l'univers peint par le MCU, un personnage dont on a clairement vu l'évolution, un personnage qu'on a appris à apprécier tout au long des films dans lesquels il est présent malgré un début disons-le assez timide et des événements récents qui auront déplu à certains fans. Aujourd'hui, il est le seul personnage à avoir droit à un 4e opus pour sa sous-saga au sein du MCU, en plus d'être le seul personnage du trio phare des Avengers à être toujours de la partie, de quoi mettre davantage en valeur son importance dans le lore de l'univers. Et c'est un choix assez risqué de l'avoir gardé en vie, sachant qu'il est facilement dans le top 3 des super-héros les plus puissants du Marvel Cinematic Universe, ce qui veut dire que les ennemis auxquels il devra faire face doivent eux aussi être particulièrement forts et marquants, mais surtout servir l'intrigue principale qu'on retrouve à chaque fois dans les films Thor, soit l'héritage d'Odin. Mais du coup, quels sont les super vilains de l'univers Marvel qui peuvent être liés à Odin auxquels Thor pourrait faire face? Super vilains assez forts pour lui donner du fil à retordre, voire même l'obliger à trouver de l'aide auprès de Valkyrie ou encore de Jane Foster, présumée nouvelle utilisatrice pour Mjolnir. Car oui, même si les informations autour de ce film sont assez flou, Thor lui sera bel et bien présent dans le film, ce qui veut dire que Jane Foster ne va pas remplacer le personnage, mais plutôt lui servir de sidekick. On notera également que la présence de Valkyrie dans ce film a été confirmée. En ce qui me concerne, quand on parle de nouvelles menaces auxquelles le projet Thor 4 va nous introduire, j'estime que la liste est très réduite, puisqu'il est question de 2 personnages pour être précis, 2 personnages qui en plus d'être liés de près ou de loin à l'héritage d'Odin, et ça c'est important, sont assez intéressants à mettre en place dans un Thor 4, du moins en théorie, et permet du coup de poursuivre l'intrigue principale de la sous-saga Thor, soit faire de son personnage l'héritier d'Odin, le nouveau gardien des 9 royaumes. Et la première menace auquel j'ai directement pensé est bien évidemment Mangog, ou la personnification même des conséquences de la quête d'Odin, rien que ça. Et pour les explorateurs d'entre vous qui ne sont pas familiers avec le personnage, sachez qu'il incarne la haine de milliards d'ennemis tués par Odin, soit la menace parfaite et logique si on s'appuie sur ce qu'on nous a présenté dans les films Thor. Un ennemi particulièrement redoutable qu'Asgard, Thor, Heimdall et même Odin ont affronté dans les comics, et ça c'est beau, car ça permet une nouvelle fois à Thor de faire face à son héritage, même s'il semble ne plus s'en soucier, ce qui permet au film de lier la nouvelle menace avec les révélations de Ragnarok concernant la quête sanguinaire d'Odin, et pourquoi pas nous en apprendre davantage sur lui ou sur ses méthodes. D'ailleurs, j'ai l'impression que le MCU souhaite davantage développer le lore d'Odin, et certains leaks concernant le film dédié aux Éternels qui portent le même nom précisent l'apparition d'un Odin très jeune dans le film, à travers un flashback ou autre, ce qui n'est pas farfelu, sachant que le film est censé nous en dire davantage sur les Célestes et l'univers cosmique du MCU en général. Bref, pour un Thor 4, autant vous dire que Mangog serait, comme vous l'aurez compris, un très bon choix, et je suis curieux d'avoir votre avis sur le sujet. La deuxième menace, quant à elle, plaira sans doute à un grand nombre de fans, puisqu'on aura un personnage bien réel et qui possède ses propres convictions et background, contrairement à Mangog, qui n'est qu'un concentré de haine. Et il s'agit de Gorr, le boucher des dieux, ou tueur des dieux pour les intimes. Personnage particulièrement puissant et charismatique et qui, vous allez le voir, peut également être lié à l'héritage d'Odin d'une manière ou d'une autre, notamment à travers le personnage de Hela. En bref, Gorr, le tueur des dieux, dont le titre est assez explicite, avouons-le, est un être qui a tout perdu, littéralement tout perdu, parents, femmes comme enfants.
un personnage sur lequel le sort a décidé de s'acharner et qui n'a toujours connu que le malheur, faute à des divinités absentes pourtant vénérées par son peuple. Lui, qui n'a pourtant jamais cru en leur existence, se retrouve un jour spectateur d'un combat infernal entre deux divinités qui finissent par s'entretuer. Un combat au terme duquel il récupère un artefact singulier qui a priori appartenait à l'un d'entre eux, une épée aux pouvoirs immenses à l'aide de laquelle il déclara la guerre à tous les dieux qui ne sont jamais intervenus dans sa vie et à cause desquels, selon lui, il a perdu toute sa famille. Un personnage intéressant avec des motivations assez claires et, selon certains, fondées. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est que cette fameuse épée assez connue des fans des comics, on la retrouve de manière assez confuse chez Hela, première fille d'Odin, même que le doute n'est pas permis puisque l'arme de Hela possède exactement le même design. Arme qui semble-t-il permet à Hela d'invoquer une infinité d'épées et même de blesser les dieux. C'est d'ailleurs grâce à cette lame que Hela arrache l'œil droit de Thor. En bref, on parle ici de l'arme parfaite pour tuer des dieux. D'autant plus que le rapprochement entre Hela, Gore et le Ragnarok est possible. Le MCU pourrait sans grand effort nous présenter le combat de Hela et Surtur sur Asgard comme celui des comics auquel Gore était présent. Ce dernier aurait alors, après la mort d'Hela, eu l'occasion de récupérer son arme, devenant par la suite la hantise des dieux à travers tout l'univers, attendant le moment propice pour tuer le dernier dieu vivant d'Asgard, l'héritier d'Odin, dieu suprême que le peuple de Gore aurait pu vénérer, bouclant ainsi la boucle et donnant à cette nouvelle menace une raison de plus de tuer Thor, hormis celle de son héritage divin. En bref, les possibilités sont très nombreuses et surtout très cool. Et vous savez quoi, maintenant que j'y pense, les deux menaces présentées pourraient finalement, comme le MCU a l'habitude de faire, fusionner, nous présentant une version toute nouvelle de leurs histoires désormais commune. C'était par exemple le cas d'Ego, le père de Quill, dont le personnage a lui aussi été inspiré de deux personnages que le MCU a décidé de mixer. Bref, vous avez compris l'idée, le personnage pourrait être totalement remodelé, on y verrait alors un antagoniste bien plus humain qui ne cherche pas qu'à se venger de ce qu'un Odin plus jeune et peu souciant aurait causé. Et j'avoue qu'entre les deux, j'ai du mal à choisir, même si le titre du film pointe plutôt Mangog. Love and Thunder pourrait alors pointer du doigt les deux éléments qui vont permettre de le vaincre. D'une part, le pouvoir de Thor et Mjolnir, et d'autre part celui de l'amour, arme redoutable contre la haine que Mangog représente. Mais bon, il s'agit ici de ma propre interprétation, légèrement farfelue. Et encore une fois, je suis très curieux d'avoir votre avis sur tout ça. Et en parlant de Mjolnir, comment ne pas se demander quel choix fera le MCU pour nous expliquer son retour. On sait d'après certaines sources, Keitri sera présent dans le film, ce qui nous aiguille sur la possible réparation du marteau. On verrait alors au début du film que Jane Foster a veillé à récupérer tous les restes de Mjolnir après que Hela les détruit, avant de se retrouver sur Nidavellir plus tard pour le reforger. Et une fois le marteau en main, ou plutôt une fois que Jane Foster sera jugée comme digne par Mjolnir, elle recevra aussitôt les pouvoirs de Thor, comme ce fut le cas pour Steve Rogers pour ceux qui n'ont pas encore saisi la scène en question. Car oui, celui qui est digne de porter Mjolnir reçoit tout simplement les pouvoirs de Thor. Voilà, et c'est expliqué dans le premier film dédié à Thor. D'où l'arrivée d'un deuxième Thor dans le MCU, même si je vous rassure, dans le cas de Jane Foster, elle ne devrait recevoir qu'une partie de ses pouvoirs, car le véritable Thor sera et restera toujours Thor lui-même. Autre grosse éventualité pour le retour de Mjolnir, et j'en avais déjà parlé un petit peu, c'est le retour de Loki. On sait que la série dédiée à son personnage va nous introduire au concept du multivers, notamment grâce au pouvoir du Tesseract que le Loki d'Endgame va récupérer. Et on sait aussi que ce Loki finira par rejoindre notre réalité tôt ou tard, permettant un vrai retour pour Loki. Reste à savoir comment il sera possible pour lui de voyager entre les réalités, pouvoir qui normalement n'est pas censé être lié à la gemme de l'espace. Mais bon, une ancienne version de Loki veut également dire une réalité dans laquelle l'éther est encore disponible. Du coup, tout est possible. De même pour l'hypothèse selon laquelle ce sera bien Loki qui signera le retour de Mjolnir dans notre réalité, soit le marteau intact d'un autre monde, ou réalité si vous préférez. Des aventures qu'on devrait bientôt explorer à travers la série Loki, avant de retrouver le personnage une nouvelle fois dans un film Thor, ici Thor 4. Car oui, je ne pense pas que ce soit du hasard si la série Loki sort juste avant la sortie de Thor 4, de la même manière que Wanda et Vision sort avant Doctor Strange 2, film dans lequel Wanda sera bel et bien présente et dont le personnage semble être central, d'après les quelques récentes rumeurs. De quoi donner du crédit à l'idée que la série Loki et Thor 4 soient liés de près ou de loin.
Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo et qui j'espère vous aura plu. Vous le savez, hein, j'adore le personnage d'Odin et son héritage, et c'est toujours un plaisir de parler de tout ce qui l'entoure. Ceci étant dit, je compte sur vous tous pour me laisser votre plus gros pouce en l'air. Le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, c'est vraiment très important et ça récompense le travail fourni. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça, à me partager vos retours, idées ou théories pour la suite de l'aventure. Promis, je lis tous vos commentaires. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes naturellement les bienvenus dans notre équipage d'explorateurs. Un équipage de passionnés qui grandit tous les jours et c'est grâce à vous tous. Si vous avez envie de me rejoindre sur Instagram et Twitter, j'y publie des trucs très cool de temps à autre et tous les liens sont en description. D'ailleurs, j'en profite pour vous rediriger vers la vidéo dédiée également à Thor 4, vidéo dans laquelle j'explique comment fonctionnent les films Thor et en quoi l'héritage d'Odin est toujours au cœur de l'intrigue. Du moins si vous ne l'avez pas encore regardé. Bref, je vous partage ça via les annotations de fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles explorations très cool et si vous ne voulez en rater aucune, il est fortement recommandé d'activer la petite cloche. Voilà, une agréable journée ou soirée à vous tous, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.